Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Et comme promis, maintenant ce sont des DVD spéciaux que je vais m'attaquer. Là pour l'instant, on va s'attaquer sur un de deux DVD que je venais de regarder, que maintenant, j'espère que ça va pas trop non plus poser problème malgré le contenu que je propose et que certains s'en fichent ou d'autres regardent ça, l'air de dire ok, sympa mais passable. Bref, ça c'est juste mes opinions personnelles. Et que, voilà, sans trop tarder, je vous montre directement le DVD. The Most Powerful Family in Wrestling. Donc, les familles les plus puissantes dans le monde du catch. Comme le nom qui indique. Et il y a les noms, justement. La famille Orton, Guerrero, McMahon, Von Erich, Hennig, Windham, Gagné, Hart, Vachon, Colon, Maivia Johnson, Graham, Rougeau, Funk et Briscoe. Donc voilà les noms que j'ai tout de suite cités. Et derrière, que les matchs. Il est en anglais et il dure 6h20. 6h20. Bien sûr, c'est un 2 DVD. Voilà, pas besoin de vous les montrer, vous savez bien. La publicité pour les jeux qui fait plaisir. Et que là aussi, c'est pareil. 2 DVD édition. Bref, ça c'est pas ce qui me préoccupe. Alors tout d'abord, le reportage. Donc oui, je vais aller directement droite vers le reportage. Car c'est un reportage qui retrace toutes les familles dans le catch. Pour l'instant, ça c'est l'introduction. Donc introduction des familles dans le catch. Donc il y a vraiment une compilation des catcheurs connus dans les familles. Et que vous deviez sûrement les connaître. Si vous les connaissez pas, vous n'êtes pas fan de catch. Si vous les connaissez, vous êtes de vrais fans de catch. Que ce soit d'années 2000, 90 ou 80, ça change rien. Ou encore d'aujourd'hui. Même si moi, personnellement, j'ai vraiment un doute et aussi que j'ai une certaine frayeur pour la WWE d'aujourd'hui. Vu comment ça part un peu dans, on va dire, la vente et le côté booking très mauvais. Donc c'est ce qui me fait craindre, en tout cas. Et qu'apparemment, bonne nouvelle, on pourra avoir les PLE en direct sur AB1 ou AB Explore. Donc vous savez bien que ce sont les pay-per-view que maintenant on appelle les PLE. Et que apparemment, ce qui est vrai. Parce que AB1 a donné un communiqué comme quoi il y aura que 2 qui seront, on va dire, dispo. Enfin, dispo, non. Qui seront visionnés. Donc Royal Rumble et Elimination Chamber. Mais pas WrestleMania 39. C'est assez bizarre, pourtant on voulait vraiment le voir. Mais bon, si jamais il continue sur ça, peut-être que... Voilà, on va peut-être récupérer la hype qu'on a perdue depuis 2019. Parce que sachez que le dernier diffusion pour la WWE de pay-per-view, c'était Stomping Ground. Parce que normalement, on devait regarder Extreme Rules, mais qu'à la dernière minute, ça a été, on va dire, annulé. Donc ils ont dû annuler à faire diffuser les pay-per-view en français. Donc c'est ça ce qui nous a tous achevés. Ça nous a vraiment tous achevés. Et que maintenant, vu comment ils veulent reprendre, c'est positif. Si jamais ils le font pour de vrai, là, il y a des chances de croire. Et s'ils le font pas, ils nous ont niqué ces connards. Mais bon, on espère que c'est vrai, que c'est pas du fake. Vu comment ça part un peu sur une bonne base, même si, comme j'ai dit, malgré la vente et le changement de booking pourrait être catastrophique, mais voilà, on est inquiet pour l'avenir de cette fédération. On est vraiment, vraiment inquiet. Et donc c'est pour ça que je décide de dire l'info comme ça. Même si je suis sûr que vous avez vu les articles. Donc on commence directement avec la première famille citée. Donc la famille Orton. Oui, la famille Orton. Vous connaissez sûrement Randy Orton, mais vous ne connaissez sûrement pas toute sa famille. Par exemple, son père qui a été catcheur, qui est Cowboy Bob Orton, Junior, parce que
Bob Orton c'est junior et que son grand-père c'est senior. Donc oui, pour, euh, pour Randy Orton c'est son grand-père et papa. Donc le papa du papa de Randy Orton c'est le cowboy Bob Orton senior, tandis que son fils c'est junior. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais il faut me suivre si vous ne comprenez pas. Donc tout a commencé vers le grand-père, donc le grand-père de Randy Orton, le père de Bob Orton, qui a commencé dans le catch. Et après, ben, il a passé le flambeau à son fils, qui est junior, donc Bob Orton junior, mais aussi à son autre fils, qui est le frère de Bob Orton, donc Barry O, ou Barry Orton. Donc lui aussi s'est lancé dans le catch, mais par contre, on n'entend pas beaucoup forcément parler de lui. Car c'est plus Bob Orton qu'on entend plus, mais pas son frère. Et du coup, ben, ça a légitimisé le grand-père et le père, jusqu'à ce que ce soit le fils, donc Randy Orton, et qu'on connaît son ascension fulgurante. Il intègre la OVW, jusqu'à très vite intégrer la WWE. Et lors de 2004, eh ben, il sera à son prime lorsqu'il va capturer le titre du monde poids lourd. Et après, ben, tout le délire autour du Legend Killer qui a été vraiment en place, mais vraiment, vraiment, vraiment en place. Et jusqu'à ce que maintenant, ben, il est certes un tueur de légende, mais une légende tout de même. Et à l'avenir, on ne sait pas s'il va y avoir, on va dire, ses progénitures à Randy Orton qui vont peut-être s'intéresser au catch. Enfin, oui et non, ça dépendrait, mais on ne sait pas. On ne sait vraiment, vraiment pas. Et maintenant, ben, deuxième famille, ben, la famille Guerrero. Donc oui, la famille Guerrero. Tout a commencé par le père de Eddie Guerrero, que vous connaissez sûrement. Donc, oui, vous connaissez Eddie Guerrero, mais vous ne connaissez pas non plus toute sa famille. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Même si j'avais un peu détaillé dans Chatting, Death Standing Life et Viva la Raza, que oui, j'ai déjà tous cités. Et que ça a commencé par le père, donc Gory Guerrero. Et après, ben, ça a commencé par, on va dire, les frères de Eddie Guerrero et Eddie Guerrero lui-même. Donc, si je crois bien, il y a Mondo, Hector, Chavo Guerrero Senior, et qui encore? Et Eddie, je crois. Ouais, force, je crois que c'est ça. Même s'il manque peut-être un nom, mais je sais bien qu'ils étaient tous catcheurs, jusqu'à ce que, on va dire, après que Chavo Junior ait grandi, et ben il a commencé à, devenir un catcheur pro et à être un petit peu polyvalent, même si on sait que ça va pas être de toute rose pour lui. Quand je dis toute rose, ben, ça veut dire une carrière qui devrait avoir lieu. Par exemple, peut-être devenir champion du monde ou de la WWE pour son tonton qui l'a perdu. Assez, on va dire assez jeune. Mais non, mais non. Donc il a été que dans la mid-card, des fois presque jobber. Dommage pour Chavo, mais en tout cas, quel héritage nous a laissé Eddie? Ben, un héritage en or quasiment. Et jusqu'à ce qu'il nous quitte brutalement en 2005. Mais ça, vous connaissez maintenant son histoire, et pas besoin de vous la faire rappeler. Mais ça a été une famille de catcheurs vraiment hyper, un peu dans l'agilité et de la technique et de la brutalité. Un peu comme à l'image de la famille Hart ou encore Orton, sauf que eux, c'est un petit peu de technique et de la brutalité. Mais on va détailler ça après. Tout d'abord, ben, la famille McMahon. Oui, je sais, ce n'est pas une famille de catcheurs, mais c'est une famille de promoteurs. Donc vous connaissez Vincent Kennedy, Vince McMahon. Donc oui, Vince McMahon, le diable en personne, le monstre en personne, l'enfant préféré du diable. J'aimerais bien l'appeler ça. L'enfant préféré du diable. Parce que oui, il a un père qui s'appelle Satan. Et ce n'est pas une blague.
Même si on sait bien que son père à Vince McMahon, et je suis sûr que certains d'entre vous ne savent pas, c'est Vincent Kennedy James McMahon ou Jesse McMahon, peu importe. Donc oui, c'était son père à Vince McMahon. Et bon, tout a commencé avec Jesse McMahon, donc le grand-père de Vince McMahon et l'arrière-grand-père de Stephanie et Shane. Donc ça, avec lui que ça a commencé à CWC, donc Capital Wrestling Corporation, et des autres noms qui a eu lieu. Après, jusqu'à Vincent J. McMahon, quoi. Et Vince McMahon. Même si on était presque parti avec Stephanie McMahon et Triple H, mais il faut dire, maintenant, vu comment on a vu les news, on connaît à peu près les raisons, même si, honnêtement, ça ne me fait pas du tout plaisir, mais vraiment pas du tout plaisir. Et que, dommage, on peut rien y faire, hein. Donc, on est reparti avec Vince McMahon. Finalement, ça n'en finira peut-être pas dans une joie heureuse. Donc voilà, après Shane et Stephanie, même Linda McMahon, même si on oublie des fois Linda McMahon, ou la belle-fille de Vince McMahon, ou encore Triple H, son beau-fils. Mais je crois qu'il est mentionné dedans. Et après, ben, on sait bien, Triple H et Stephanie McMahon ont eu 3 filles, Shane et sa femme ont eu 3 fils. Comme évidemment le hasard fait bien les choses. Mais bon. Je crois que ce sera tout pour ça, vu comment il n'y a que ça que je retiens. Father and Son, donc le père et le fils. Je crois que c'est pour la famille Hennig. Parce que... ouais, je pense que c'est ça. La famille Hennig. Donc oui, tout commence avec Larry Diax Hennig, ou Larry Hennig, donc le père de Kurt Hennig, que vous devez sûrement connaître sous le nom de Mr. Perfect. Donc ça a commencé avec lui jusqu'à son fils. Et après, on connaît aussi un peu plus tard Michael McGillicuddy, ou Curtis Axel, plus simple de le prononcer, Curtis Axel. Mais sauf qu'il n'est pas mentionné, parce que vu comment il est arrivé un peu tard dans le catch, et que ce DVD est sorti plus tôt que prévu. Donc franchement, on va pas se le cacher, c'est un peu dur de sortir tout d'un coup qu'on a des fils de tel ou tel catcheur ou catcheuse qui apparaît, qui commence à progresser dans les rings, sans savoir que ce documentaire sur les familles du catch sort. Il y a quoi se voiler la face. Mais bon, c'est vrai que dans la plupart des familles, je pense peut-être pas vous avoir dit qu'il y en a qui ont réussi dans leur carrière. Par exemple, dans la famille Orton, c'est Randy Orton qui a réussi dans sa famille à capturer un titre mondial. Dans les Guerrero, c'est Eddie Guerrero qui a capturé le titre mondial, donc le titre WWE, tandis que Randy Orton, le titre du monde poids lourd. Dans les McMahon, est-ce que je suis vraiment obligé de parler de ça? Eh ben Vince McMahon qui a été le premier champion de la WWE en étant le plus vieux. Et après, Triple H, on n'en parle plus de lui, vu comment il a été de multiples fois champion de la WWE et du monde poids lourd, et d'autres, que sais-je. Mais sinon, dans la famille Hennig, je sais pas si... Enfin, Kurt Hennig, je sais bien qu'il a remporté le titre AWA du monde poids lourd, donc c'est, on va dire, un titre majeur dans le sein de cette structure, mais à la WWE, il n'a pas été champion de la WWE ou du monde poids lourd, ou d'autres titres qui ont existé. Mais sinon, Curtis Axel, lui, il n'a pas non plus fait grand-chose. Certes, il a été champion par équipe à quelques fois, et champion intercontinental une seule fois, mais sinon, il n'a pas été champion du monde. Donc, c'est un peu dommage pour lui. Et maintenant, pour la famille Windham, donc on connaît bien sûr Barry Windham, il y en a qui ne le connaissent pas du tout, il y en a oui. Je crois que ça a commencé avec les Blackjack, et qui sont, on va dire, l'oncle de JBL. Moi, j'en vois que 2 qui ont réussi.
Donc, tout d'abord, Barry Windham, lui, il a déjà été champion NWA, donc National Wrestling Alliance. Et pour JBL, le titre indisputé de la WWE, ou titre WWE tout simplement. Ou sinon, dans le reste, il y en a qui ont que été champions par équipe, ou champions en solo, mais sinon de titre mondial, même s'il y en a qui me diront pas besoin d'un titre mondial pour se faire connaître et pour être la famille la plus puissante dans le monde du catch, certes, mais pourtant pour être champion de catch du monde, bien sûr, il faut, on va dire, un certain reconnaissance de, de prestige, tout simplement. Ensuite, The Graham Family, je crois que c'est pour la famille de Billy Graham, et que lui, il a déjà été champion de la WWE, ou WWF à l'époque. Donc lui, c'est sûr, il a été champion. Moi, sinon, forcément, durant toute sa famille Windham, je ne connais pas non plus, et même de la famille Graham non plus. Et pourtant, il y en a qui viennent en tête, souvent, pas toujours, vraiment pas toujours. Donc pour moi, c'est Billy Graham qui a été le GOAT dans cette famille. Comme il y a des GOAT dans les listes que j'ai citées. Donc je pense que ce sera ici, même si on nous montre plusieurs moments mémorables dans les familles, ou alors les plus grandes réussites. Ça, c'est ce que j'ai remarqué direct. Dans la famille Anoa'i. Alors oui, la famille des Samourans, la famille de Roman Reigns. Et là, on va dire, ça partait d'ici sans aucune réussite. Et pourtant, on sait que la famille Anoa'i et Fatou, Maivia Johnson, on sait bien que c'est, on va dire, familier. Mais vraiment, vraiment, vraiment familier. Bien sûr, Roman Reigns ne figure pas dedans, vu comment il ne s'était pas encore mis encore au catch. Donc, il faisait encore du foot américain, donc c'est impossible qu'il soit dedans. Mais si seulement ils auraient réalisé que c'était un des seuls de cette famille Anoa'i à avoir réussi, que ce soit Maivia. Maivia Johnson, c'est plus The Rock qui a réussi. Mais sinon, dans Anoa'i, Fatou. Alors, c'est vrai que peut-être du côté Fatou, peut-être que Umaga aurait pu réussir. Ou alors peut-être que c'est Anoa'i, je pense. Ou Fatou. Bref, entre les deux, c'est vrai qu'il aurait pu réussir, mais son addiction aux substances illicites aura, on va dire, tout gâché pour lui. Donc, je sais bien qu'on parle de Afa, Sika, Rikishi et Umaga, je crois qu'il s'appelait un autre nom, mais je ne sais plus, et d'autres de cette famille. Je vous dis que ça dans cette famille. Bon, sinon, je n'ai pas, on va dire, tous les noms en tête. Mais voilà. The Gagné Family. Oh là là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà réussi dans le catch, mais peut-être Verne Gagné. Ou alors Greg Gagné, qui a déjà été champion AWA. Dans la structure, justement, de la AWA. Mais sinon, Verne Gagné, je crois que c'est juste un promoteur de la AWA. Ou alors, il a été catcheur à un temps. Bon, sinon, c'est pareil comme dans les Windham et Graham. J'en connais pas non plus beaucoup des mecs dans la famille, mais pourtant, il y en a qui ont réussi dans le catch et d'autres pas du tout. Mais bon, je pense que ce sera, on va dire, assez pour gagner, si ce n'est qu'on a quand même un grand promoteur, peut-être un grand champion, malgré qu'il y en a qui ne sont pas toujours fait connaître. Mais ça vaut le coup de les découvrir, parce que vu comment ce DVD retrace ça, ou alors si vous n'êtes pas intéressé par l'histoire du catch et que vous préférez que des matchs, ou alors que vous n'appréciez pas du tout le catch, ça va pas sûrement vous plaire, ou alors c'est pas votre cam, par exemple la WWE c'est pas votre cam, le catch c'est pas votre cam, bref, il y en a que c'est pas votre cam, donc s'il y en a qui me disent que c'est pas, on va dire, son truc préféré, ben ne commentez pas et ne regardez pas, tout simplement. Parce que si vous n'aimez pas, vous ne regardez pas et puis c'est tout. Comme un certain groupe lunatique, où il y a Booba, si tu kiffes pas, ben t'écoutes pas et puis c'est tout. Je veux pas dire le terme N-World parce que ça parle de re et après j'espace, noix.
Donc voilà, je vais pas te dire non plus en entier. Donc si vous ne kiffez pas, vous ne regardez pas, vous n'écoutez pas, et puis c'est tout. Tout simplement. Donc la famille Hart, oui, la famille Hart. Donc celui-là, je sais vraiment d'où on va dire ça a commencé. Et forcément, vous devez sûrement connaître sur la famille Hart, vu comment vous connaissez sûrement Bret Hart ou pas du tout. Mais c'est celui qu'on vient en tête, Bret Hart. Vraiment Bret Hart. Après, il y en a qui diront même aussi Owen Hart. Et les beaux-fils dans la famille, les belles-filles dans la famille. Et les petits-enfants dans la famille. Il y en a qui y m'en citeront, mais croyez-moi, je sais quand même tout ce qu'il faut savoir. Hein. Je ne suis pas non plus bête. Donc dans la famille Hart, ça a commencé avec le patriarche de la famille, donc Stu Hart, donc oui, le père de Bret Hart, Owen Hart, Bruce Keith Hart, Dean et d'autres noms dans la famille Hart. Donc voilà, il n'y a pas besoin de, on va dire, de mieux dire les choses pour comprendre. On sait que c'est une grande famille de catch au Canada, comme il y en a des grandes familles de catch aux États-Unis. Donc il n'y a pas à dire, on sait, on le sait. Mais après, celui qui a plus percé dans la famille, c'est Bret Hart. Donc c'est lui qui a été de multiples fois champion de la WWE, même si Owen Hart aurait pu l'être, mais qui n'a jamais eu l'occasion de le devenir, justement. Et aussi, ils sont beaucoup plus connus, la famille Hart, pour avoir formé les catcheurs qui sortent de leur donjon, comme par exemple Chris Jericho, Chris Benoit, ou je sais pas, vous allez peut-être me dire aussi Edge et Christian, possiblement, et Lance Storm également, et quelques catcheurs qui ont été passés chez les Hart, et que vous savez sûrement que Stu, que ce soit, on va dire, dans son bon vieux temps où il était encore en forme, ou de son vivant quand il était assez âgé, eh ben, malgré son âge avancé, eh ben, il martyrisait ses élèves en leur faisant des démonstrations. Et ce n'est pas, on va dire, qu'une légende, c'est une histoire bien réelle. Comme quoi il pouvait nous tordre un bras ou une jambe. Bref, on ressentait la douleur et qu'il fallait être résistant à la douleur. Et bien sûr, tout ça dans leur cave. Donc oui, on entendait des cris qui résonnaient dans toute la baraque. Et c'est du catch à la dure, du catch de shoot fighter, comme on aimait à dire. Mais bon, voilà comment ressortent le travail et l'envie de faire ses preuves et de réussir. Et que ce soit les enfants ou les élèves, ils auront tout de même réussi dans le catch. Et ça, c'est beau. Même si on sait qu'il y en a qui sont, on va dire, plus là, comme le père de Bret Hart n'est plus là, la maman de Bret Hart n'est plus là, son jeune frère Dean n'est plus là, peut-être Keith ou Bruce, je ne sais pas. Et Owen, c'est vraiment celui qu'on le regrette le plus. Bon, sinon, il y en a qui ont, on va dire, quasiment perdu l'âme. Et qu'ils ont passé le flambeau à leurs enfants. Par exemple, on sait que on va dire entre les enfants et les beaux-fils, donc on sait bien qu'il y a le British Bulldog Davey Boy Smith, qui est marié avec Diana Hart, donc le père et la mère de David Hart Smith, ou Davey Boy Smith Jr. Donc lui, il a été officiellement catcheur pour retracer le chemin de son père. Bon, certes, lui non plus n'a pas eu une carrière assez mémorable à la WWE, David Hart Smith, et pourtant, il y en a qui s'en rappellent pas du tout de lui, et pourtant je suis quand même un des rares personnes à me rappeler de lui, même quand il faisait équipe avec Tyson Kidd. Il y en a qui savent plus sur Tyson Kidd que
que David Hart Smith. Pourtant, Tyson Kidd, ce n'est pas de la famille, c'est peut-être, on va dire, ben, un qui n'est pas familier, qui sortait avec Natalia, bien avant le catch, ou alors il sortait dans le catch et pas dans la vie réelle. Enfin, c'est assez complexe à savoir, vraiment. Je ne peux pas non plus tout deviner, et pourtant, voilà, il a été, on va dire, entraîné de manière draconienne à la manière des Hart. Après, ben, Natalia, justement, la fille de Jim Neidhart, donc l'enclume, donc oui, Jim Neidhart, et après, les enfants d'Owen n'ont pas été dans le catch. Pourquoi? Parce que être dans le catch, ça ne les intéressait pas, d'être intéressés dans ce milieu. Pareil pour les enfants de Bret Hart. Pareil pour les enfants, ils ne sont pas intéressés à faire du catch. Mais par contre, il y avait Teddy Hart. Oui, Teddy Hart, le neveu de Bret, que lui catchait dans le circuit indépendant comme la ROH, la TNA, à la MLW et d'autres fédérations qu'il est passé, Teddy Hart, mais sans jamais être passé à la WWE ou la All Elite Wrestling. Donc ceux-là, ils ont, on va dire, passé un autre chemin pour éviter de passer par là. Et sinon, ben, je pense que ça continue pour les Hart, s'ils oseront, ou alors peut-être que c'est du passé maintenant, et que c'est dépassé. Donc maintenant, on passe au Vachon. Donc la famille Vachon, tout commence, je crois, avec, je sais pas si c'est Mad Dog Vachon ou un autre membre de la famille Vachon. Je sais que dans l'une des familles, il y avait Luna Vachon. Mais sinon, dans la plupart des autres familles, je ne sais pas tout sur la famille Vachon. Je sais bien qu'ils nous ont présenté les membres de la famille, mais faut dire c'est pas assez évident à savoir. Et c'est pas pour vous mentir, mais sinon, celui à retenir en tête, Mad Dog Vachon et Luna Vachon. Tout simplement, ça. Et pareil, cette famille n'ont pas non plus réussi. Peut-être d'une autre structure à l'autre, mais sinon, ça c'est dur à savoir. Donc, Colon's Family, donc la famille Colonne. Vous connaissez sûrement Carlito. Oui, vous connaissez sûrement au moins Carlito. Si vous ne connaissez pas, ben, à mon avis, vous êtes fan de catch depuis pas très longtemps et que vous vous rappelez sûrement pas de lui ou d'autres personnes que j'ai citées. Ou encore peut-être que vous ne connaissez pas Primo ou Epico. Bref, les frères Colons. Et tout commence avec le père, donc Carlos Colon. Oui, le célèbre catcheur portoricain, et qui aussi était le promoteur de la WWC. Et c'est pas WWE version Porto Rico, enfin, à peu près oui. Et on sait que dans cette promotion, c'est dans cette promotion où Bruiser Brody a perdu la vie. À cause d'un autre catcheur Puerto Rico, que vous avez sûrement entendu l'histoire, vu comment j'ai expliqué plusieurs fois dans la chaîne. Et c'est pas la peine de me faire rappeler parce que j'en connais un qui va me faire rappeler alors que je connais cette histoire. Et que c'est à moi vous dire cette histoire et pas à cet individu qui se croit tout permis. Voilà. Balle perdue, mais que je vise là où il faut viser. Et que pareil, il y en a qui ont réussi dans le catch étranger, peut-être à Puerto Rico ou d'autres promotions aux États-Unis, mais sinon pas à la WWE en tant que champion du monde. Même si on va encore me dire, ouais, mais ça sert à quoi d'être champion du monde, vu comment il y en a qui, voilà. Faut pas me faire rappeler, je sais tout ça. Donc, on va dire le point de vue mémorable, on connaît Carlos Colon, Epico, Primo et Carlito. Tout simplement ça. Maintenant, je passe. The Von Erich. Alors, vous connaissez la famille Von Erich? Peut-être oui ou peut-être non. Il y en a qui qualifieraient de la famille maudite, vu comment ils sont connus pour être maudites, par rapport aux disparitions que la famille eux-mêmes ont subies depuis pas mal d'années. Tout commence avec le patriarche, Fritz Von Erich, qui s'est lancé dans le catch, puis ses fils ont, on va dire, suivi les traces de leur père.
Et vraiment tous, hein. Vraiment, personne n'a, on va dire, pas, on va dire, su résister à faire du catch. Vraiment aucun. Et pourtant, malgré leur renommée au Texas, malgré, on va dire, les petites réussites, eh ben, la famille en a eu ben, de sacrés malheurs durant toute leur vie. Mais après, celui qui a réussi dans la famille, c'est Thierry Von Erich, à être champion NWA en battant Ric Flair. Donc c'est un des premiers à avoir été champion du monde. Et comme j'ai dit, malgré leur succès dans les rings, ils ont eu pas mal de malheurs. Vraiment pas mal de malheurs. Tout commence avec les enfants des catcheurs. On sait bien que les enfants ont eu aussi un destin maudit. Par exemple, un des fils qui serait électrocuté dans un flaque d'eau. Ou une fille qui aurait eu une maladie à la naissance. Ou des crises d'asthme. Ou tout genre. Et encore une infection à l'épaule, je crois. Une infection à l'épaule ou de dépression. Et vraiment, vraiment, cette famille était maudite. Et que ça peut même conduire au suicide. Par exemple, on sait que Thierry Von Erich, il a eu un accident de moto ou de voiture. C'est plus moto. Et qu'il s'était fait amputer le pied. Et qu'il a dû même porter une prothèse au pied pour garder le secret de son amputation. Et qui souffrait de dépression. Et qui s'est suicidé dans la maison familiale à l'aide d'un fusil, qui s'est tiré une balle dans le cœur. Mais bon, ça j'ai assez, on va dire, dit sur l'extrémité. Sinon, quelle famille qui a su, on va dire, comber au malheur. Et quant au patriarche, eh ben, il est décédé d'une crise cardiaque, je crois. Mais après, la famille Von Erich continue de grandir et à promouvoir du bon catch. Donc vraiment, c'est que ça. Et apparemment, on va réaliser un film sur la famille Von Erich. Donc curieux de savoir si ce serait du bon. Et qu'apparemment MJF pourrait figurer dessus. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si ce film va avoir eu lieu. Mais bon, il y a vraiment des choses à expliquer. Et que voilà, on va finir sur ça. Les frères Rougeau, ou la famille Rougeau. Oui, on sait bien, des Québécois canadiens. Eux aussi, ils n'ont pas été champions du monde, mais pourtant, ils ont réussi en équipe. Il y en a qui ont réussi en équipe, il y en a en solo. Et les Rougeau en est le parfait exemple. Ils ont réussi en équipe et être l'équipe la plus, on va dire, forte et la plus renommée au sein de la WWE. Et en parlant de familles qui ont réussi dans le catch, eh bien, il y a aussi la famille Funk. Tout commence avec le patriarche et ensuite les deux fils. Donc ça commence avec Dory Funk Senior. Et après, ben, en termes de fils, Dory Funk Junior et Terry Funk. Si je crois bien, c'est peut-être le patriarche qui a été champion du monde en premier, ou encore les deux fils. Vous voyez, Dory Funk Junior et Terry Funk. Donc, on va dire, ils ont réussi dans le catch, mais après, on ne sait pas si des progénitures se sont intéressées au catch. De toute façon, toutes les progénitures de la famille dans le catch, on ne sait pas s'ils sont intéressés ou non. Ou alors, on garde une fin à leur histoire de leur apogée dans le catch. Et que la famille continue de grandir, malgré qu'ils ne veulent pas avoir de contact avec ce sport. On va dire, la famille Funk ont quand même réussi dans le catch. Hein. Un peu comme un peu avec la famille Hart, les Guerrero, les Orton. Et je sais pas moi, il y a d'autres, hein, il y a vraiment d'autres. Ensuite, question famille Thai. Ouais, donc il y a des questionnables de famille. Peut-être oubliés, je ne sais plus lesquels, mais il a été dit. Et après, ben, les Briscoe, la famille Briscoe. Alors, si je crois bien, c'est Jack et Jerry Briscoe. Je sais pas si Gérald Briscoe figure dedans. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais après, question famille, eh ben, il y en a qui sont dans la famille de catch et il y en a pas du tout. Par exemple, en termes d'équipe, je me rappelle
Enfin, je me rappelle qu'il y avait des noms comme les Bushwhackers. Il y a qui encore la famille Rhodes. Donc, Dusty et Dustin avec Cody Rhodes. Ça, ils ont un petit peu, on va dire, mis dedans. Mais après, ça s'est passé tellement vite. La famille Flair, forcément, parce qu'il y a eu Rick en premier, David, Red Flair et maintenant Charlotte Flair. Je sais bien que Roddy Piper, il a une fille qui a fait ses débuts chez AEW et qui commence à s'intéresser au catch. Et après, même leur fille à Triple H et Stephanie voudrait faire du catch. La fille du Rock, donc Simon Johnson, mais ça, ce sera dans la famille Maivia, même si elle ne s'est pas encore lancée à cette période-là. Bref, etc., etc. Bon, pour la famille Briscoes, ben, on sait bien que ce sont une famille de catch ben, en équipe assez basique. Et maintenant, on commence pour la fin, parce que c'est assez trop long avec 36 minutes. Donc c'est très très long, j'ai pas envie de vous endormir. La famille Maivia et Johnson. Donc pour la famille Maivia, on sait bien que tout commence avec le chef de tribu High Chief Peter Maivia, qui s'est lancé dans le catch en premier. Et sa femme, qui est aussi une Maivia, était une plus grande promotrice de catch aux États-Unis. Je crois que c'est du côté d'Hawaï ou peut-être que c'est du côté là. Et quant à Rocky Johnson, donc le papa de The Rock, a été le premier noir américain à avoir été champion par équipe, avec un autre noir américain qui est Tony Atlas. Donc ce sont eux les premiers à avoir été champions en Amérique, alors qu'ils sont d'origine afro-américaine, même si je sais que Rocky Johnson a des origines canadiennes et nouvelle-écossais. On va dire qu'il a pas mal d'origines. Et ça a aussi eu lieu un fils métis, donc moitié blanc, moitié noir, qui a des origines canadiennes, samouran et américains, et d'autres origines. Et qu'on sait maintenant que le Rock est un gros nom de cette famille, et que c'est celui qui a réussi dans le catch, le mieux en tout cas. Donc il a réussi dans le catch, même si ses débuts étaient assez mitigés. Et malgré qu'il a eu des débuts assez mitigés, il a quand même avancé. Et il a cartonné jusqu'au bout, à la fin de son run dans les années 2000 et 2010. Peut-être que dans les années 2020, donc en 2023, cette année-ci, il pourrait peut-être revenir pour peut-être potentiellement le dernier match de sa carrière, mais ça on ne sait pas. Et on sait que Dwayne Johnson a cartonné au cinéma et qui cartonne toujours, peu importe les critiques, c'est lui qui cartonne, c'est lui qui ramène le plus de fric. Et maintenant, ben, sa fille, Simon Johnson, s'est lancée dans le catch du côté de chez NXT. Même si l'avenir, on ne sait pas ce qu'il va réserver pour elle. Mais bon, on souhaite que du meilleur, en tout cas. Et c'est la fin de ce reportage. Oui, assez très long de ma part. Et maintenant, ben, je passe au bonus. Donc, interview. Deuce Bane, Jimmy Snuka-san. Ah oui, j'avais complètement oublié, je savais même pas que c'était vrai. Mais en fait, Deuce, c'est le fils de Jimmy Snuka. Donc, on l'appelle Sim Snuka, de son vrai nom. Et dans le catch, avant, c'était Jimmy Snuka Jr. Donc, même la famille Snuka, même si on sait bien qu'il y a Tamina Snuka, même s'ils n'ont pas mentionné. Ensuite, ben, Jeff Hardy, il parle de trampoline. Vu comment lui parlait de trampoline et qu'il s'intéressait aux plus grandes équipes dans le catch, même une famille dans le catch, je sais pas si il s'intéressait à la famille Guerrero ou Windham ou peut-être de la famille Hart, qui sait. Mais en tout cas, il en parlait dans ce bonus. Ensuite, Chavo Guerrero Jr., famille Gatherings. Je crois qu'il parle quand une famille est sur le ring, eh ben c'est, on va dire, l'une des choses les plus importantes à savoir, à reconnaître dans le catch. Je pense que c'est ça. Hein. Même si peut-être que j'ai peut-être oublié une autre famille, mais je ne sais plus laquelle. Peut-être la famille de Page, mais sauf qu'il n'est pas dit. Voilà quoi. Et après, ben, Barry Windham, Timing What's Dad. Donc les timings de leur papa, vu comment il a appris de son père, vu comment leurs pères ont été catcheurs.
Et voilà, tout simplement. Je crois que j'en ai assez tout dit là-dessus parce que ça va être très très long et il faut que je me dépêche. Voilà. Donc, tout d'abord, le premier match, High Chief Peter Maivia et Chief Jay Strongbow contre Alibaba et Baron Mike Sishluna à Championship Wrestling 27 du 9 en 1997. Donc, non, en 1977. Ou 77 pour les Français. Alors oui, c'est un vieux match. Et le match, certes, c'est pas non plus du match qu'on a aujourd'hui, mais c'était ça à l'époque, c'était à l'ancienne, et que même quand c'était à l'ancienne, ça a été les précurseurs du bon catch qu'on va avoir dans les années 2000 et 2010, 2020. Donc voilà, tout simplement. C'est High Chief Peter Maivia et Chief Jay Strongbow qui remportent ce match par un double changement en équipe et des prises à innover, et qui battent Alibaba et Baron Mike Sicilia. Bon, voilà, c'était autre chose à l'époque, mais je lui mets un 3,10 voilà, par rapport aux qualités d'image, mais aussi, c'est pas non plus du catch qui est hyper flamboyant, mais voilà. Donc, pour le titre AWA du monde poids lourd, Kurt Hennig contre Greg Gagné à AWA All-Star Wrestling, le 15 du 5 1988. Alors oui, je pense que c'était encore pour la chance pour Kurt Hennig d'essayer de briller. Il aura tenté de briller, vraiment tout tenté. Et je pense qu'ils ont même oublié de parler de DiBiase. Ouais, Million Dollar Man Ted DiBiase et Ted DiBiase Jr. Ouais, ou alors il figurait pas, mais en tout cas, voilà, famille de catcheurs aussi. Et concernant Hennig et Greg Gagné, ben, ça a fini, je crois, en match nul, je pense. Je pense que c'est ça. Et c'est Greg Gagné qui est toujours champion malgré le match nul. Donc voilà. Ensuite, les Fabulous Rougeos Brothers contre The Bushwhackers à MCGM 20 du 2 en 1989. Donc à la WWF. C'est les Fabulous Rougeos qui battent les Bushwhackers. Donc direct, je dis ça direct, c'est eux qui battent eux. Ensuite, ben, Barry Windham, Kendall Windham contre Michael P.S. Ace et Lex Luger à NWA World Championship Wrestling 18 du 3 1989. Donc, on va dire NWA WCW. C'est les frères Windham qui battent Michael Ace et Lex Luger après ben, des longs échanges, vraiment des échanges de technicité, de prise qu'il y avait, et aussi de petites tensions. De petites tensions, j'ai pas tous les mots pour tout vous décrire, si ce n'est que ces victoires de eux après un long minute et contre toute attente, ben c'est eux qui remportent le match. Je sais pas si j'ai déjà noté, mais celui-là, 3,20. Pareil pour celui-là. Et celui-là, allez, 3... ouais, 3,20. Donc ça fait 3 fois 3,20. Et maintenant, ben, on repoursuit. Bob Orton Senior et Junior contre Jeff Post et Rocky Smith à Championship Wrestling from Florida, le 21 du 4 en 1976. Je pense qu'ils auraient pu mettre les vieux après les plus, on va dire, soi-disant récents, même si on sait bien que c'est pas récent. Ah, pareil, du catch du père en fils, et qu'il se termine par une victoire du père et du fils contre justement ben, l'équipe qui sont, on va dire, pas non plus des noms les plus connus. Donc c'est victoire des deux Bob Orton, junior et senior. Ce match-là, 3,10. Ensuite, la famille Von Erich, donc Kevin Von Erich, David Von Erich et Kerry Von Erich contre Bill Irwin et PVTF et Dusk et Tengu à WCCW Star Wars 25 du 12 1981. Très disputé ce match-là, vraiment très disputé, et que ça continuait, ça s'enchaînait, ça
Ça, on va dire, ça s'envoyait que des changements rapides des deux côtés. Des fois un long moment. Et à la fin, ben, c'est la famille Von Erich qui reviennent à bout de cette équipe-là. Donc pour ça, ben, 3,5. Car là, j'avais un peu apprécié. Vraiment un peu apprécié. Et que j'en reste là, ici. Ensuite, les Blackjack. Donc il y a Blackjack Mulligan et Blackjack Mulligan Junior. Donc senior et junior. Contre Ricky Harris et Jim Nelson à Mid-Atlantic Championship Wrestling, 13 du 1 1982. C'est les Blackjack qui remportent ce match-là. Après un long moment, je crois qu'ils font une prise à 2. Et pour ça, ben, 3,10 aussi. Car c'est pas non plus, on va dire, du top. Voilà, pour éviter de vous ennuyer. Alors, un match qui est présent dans le coffret de Ricky Steamboat, je pense. Donc, pour les titres par équipe de la NWA, et c'était à Starrcade 24 du 11 83. Ricky Steamboat, Jay Young Blood contre les frères Briscoe, Jerry Briscoe et Jack Briscoe. Après des échanges et des prises qui duraient pendant un long moment, et je m'en rappelle qu'on n'hésitait même pas à attaquer l'arbitre au sens crupule, vraiment de manière sournoise, et on se dit, en fait, les mecs, ils n'ont pas peur de se faire disqualifier, les Briscoe, vu comment ils n'ont vraiment peur de rien pour conserver leur ceinture, et pourtant, malgré des tactiques peu douteuses, eh ben, ils se font battre par Steamboat et Jay Young Blood. Voilà, match en description, vu comment j'avais déjà noté. Ensuite, les Guerrero contre Mike Inos, Krzysztof Krugnoff, Tom Burton, à AWA All-Star Wrestling le 4 du 9 1988. Donc dans les Guerrero, il y avait Chavo Senior, Hector, Mundo. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'était 3 contre 3. Et voilà. Je vais passer direct. De toute façon, les matchs, je vais passer tout de suite direct. C'est victoire des Guerrero. Donc ils remportent le match. Et ce match-là, 3,5. Je mets 3,5 pour ce match-là. Ensuite, un match que j'ai déjà cité. Donc la famille Hart. Donc Bret Hart, Owen Hart, Bruce Hart, Keith Hart contre Shawn Michaels et les 3 chevaliers masqués en couleur qui avaient rouge, bleu et noir. Donc au Survivor Series 24 du 11 en 1993. C'est la famille Hart qui en vient à bout sans se faire éliminer. Donc voilà, tout simplement. Ce match en description, je poursuis encore. Dusty Rhodes et son fils Dustin Rhodes, donc Goldust, contre Terry Funk, Buckhouse Buck, à Clash of the Champions 28 du 8 1994. Je sais pas s'il est présent, mais en tout cas, il me semble pas que je l'ai déjà noté celui-là. Peut-être que ça aurait pu être victoire de Terry Funk et de Buckhouse Buck. Certains le penseraient direct, mais c'est victoire du père et fils, donc Dusty et Dustin. Voilà, au moins vous saviez, vous le saurez, vous les saviez. Donc voilà, 3,5 ce match-là. Maintenant, à la ECW Austin City Showdown, 24 du 6 1994. Terry Funk et Terry Funk Jr., donc les frères Funk, contre Public Enemy. Donc oui, c'était un match où tout est permis, on pouvait même utiliser des objets et se foutre sous la gueule. Et à chaque fois, ça plaisait au public, qui scandait « ici dub, ici dub, ici dub ». Donc le public était enragé, mais des fois c'était du catch très très moderne. Donc des fois ça partait dans la technicité, pas besoin de faire des grosses prises. Et là je pense qu'ils nous ont sorti un mini match hardcore, vu comment on sait bien que les Funk sont réputés pour ça. Surtout Terry Funk, il est réputé pour les matchs hardcore. Donc c'est plus lui qui est réputé que les membres de sa famille. Et pourtant, c'est victoire de Terry et de Dory Funk. Donc aussi 3,5. Ensuite, match pour le titre intercontinental. Rocky Maivia contre le Sultan à WrestleMania 13, le 23 du 3 en 1997. Où
97. Il est présent dans le DVD du Target Classics, mais moi il me semble que c'est peut-être Rocky Maivia qui remporte le match et qui conserve le titre. Possible, hein, c'est fort possible que c'est lui, mais en tout cas je sais bien qu'il a été aidé par son père. Pas qu'il a intervenu, hein, mais il a, on va dire, prêté main forte à son fils, donc le Rock, et que, voilà, pour éviter qu'il perd, eh ben, il a décidé de donner de la force à son petit fiston pour qu'il remporte le match. Donc c'est victoire de Rocky Maivia. Et en description, ce match-là, et maintenant, encore match suivant, après il y aura que ça. Brian Christopher et Jerry the King Lawler contre Ivan Putski, Scott Putski. Donc les frères Putski, à rôle 14 du 7 en 1997 ou 97. Je croyais c'était Scott Taylor, mais non, c'est Brian Christopher, le fils de Jerry Lawler, il me semble. Vu comment la famille Lawler, on n'entend pas parler, vu comment c'est que père et fils. Et ben c'est le père et le fils qui remportent le match contre justement l'équipe que j'ai citée. Donc ce match-là, 3,10. Et maintenant, on va dire un peu dans les années 2000, là où on peut regarder de manière différemment. Pour les titres par équipe, donc, les Los Guerreros contre The Greatest Tag Teams, donc Shelton Benjamin et Charlias, à SmackDown le 18 du 9 en 2003. Et je vais passer court, hein, je vais vraiment passer très court, vu comment il s'est passé que des spots, des hot spots, que des spots où ça allait à fond. Je me rappelle surtout au moment du double surpassement, ouais, quand Chavo et Eddie font un double surpassement sur Charlias. Eh ben, je me rappelle lors du surpassement, Charlias, il a manqué de se briser la nuque. Et qu'il s'est fait mal peut-être au cou. Mais que à la fin, ben, c'est, on va dire, les Guerreros qui remportent la victoire. Donc je me rappelle Eddie Guerrero qui fait un frog splash sur Charlias pour la victoire et qui remporte les titres. Donc victoire de Chavo et Eddie. Ce match-là, allez, 3,50. Voilà, j'ai bien apprécié. Et la petite frayeur que j'ai eue. Et maintenant, le dernier pour la fin. Randy Orton contre Undertaker au SummerSlam le 21 du 8 en 2005. Donc oui, un DVD que j'ai déjà. Et que je sais que c'est victoire de Randy Orton. Vous allez peut-être savoir pourquoi. Vu comment Randy Orton n'arrêtait pas de se faire, on va dire, victimiser par l'Undertaker, ou se faire effrayer, ou encore, quand c'est pour exagérer, il cherchait la merde. Donc il voulait chercher la merde avec l'Undertaker. Il voulait provoquer le diable en personne, auquel il ne faut jamais provoquer un diable, sinon on risquerait de le payer très très cher. Et à chaque tentative, ben, c'était Randy Orton qui payait très cher l'addition. Et que, sentant qu'il était presque à la fin, la fin du gouffre, et ben, un type qui est déguisé, qui arrive pour interrompre ou distraire Undertaker, mais sauf que l'arbitre s'occupe de cet individu, et ben Randy Orton il fait un RKO par surprise sur l'Undertaker, et ça permet de remporter la victoire, donc victoire de Randy Orton. Et après on apprendra que celui qui était dans ce déguisement, c'était son papa, donc le Cowboy Bob Orton Junior, ou tout simplement, on va pas l'appeler Junior, mais seulement Bob Orton. Donc il a donné la victoire à son fils, et ça se termine là-dessus. En description ce match-là, et je vais conclure cette review qui a été pour vous assez longue, vu comment j'ai l'habitude de faire des reviews assez longs. Pour le documentaire, les matchs, les bonus, les interviews, les scènements, les promos et l'ensemble, 4,50. Je mets 4,50, vu comment c'est des choses à apprendre sur l'histoire du catch et pour la famille du catch. Donc voilà.
4,50 c'est validé. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye.